toujours avec Raphaël Steinville du JDD, directeur adjoint de la rédaction d'ailleurs, je préciserai, et notre chroniqueur politique, Philippe Guibert, en studio. Je voudrais qu'on revienne et je voudrais voir votre regard sur l'affaire de cet imam de la mosquée des Bleus à Marseille, qui a repris ses prêches. Smaïn Benjalali, qui s'était mis en retrait de ses fonctions l'année dernière après avoir déclenché une polémique, souvenez-vous, en relayant sur les réseaux sociaux une vidéo qui qualifiait les attaques du Hamas du 7 octobre en Israël de légitime défense. Il a repris le chemin de la mosquée aujourd'hui, quelques heures seulement après avoir été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Je voudrais qu'on l'écoute. Je suis quand même aujourd'hui satisfait que ma fonction d'imam n'ait pas été touchée. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Forcément, il y a des pressions derrière. Ce qui est le plus étonnant, en tout cas dans tout ça, c'est que je suis condamné pour un retweet. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être aujourd'hui condamné simplement pour relayer ce qui est déjà présent sur le net. Et en plus de ça, j'étais pas la seule personne à relayer, mais comme je suis imam, d'ailleurs la juge l'a très bien rappelé, étant donné que je suis imam, il y a le bon et le mauvais chasseur. Alors, le bon et le mauvais chasseur, Philippe Guibert. Il est formidable parce que quand même de relayer une apologie du terrorisme, ça me viendrait pas à l'idée. Je pense pas à Raphaël non plus. Donc c'est quand même formidable parce qu'il est en train, vieille technique islamiste, de toujours se victimiser. C'est-à-dire qu'il sous-entend que c'est par l'affreuse islamophobie, selon le terme célèbre, qu'il a été condamné. Non, il a été condamné parce qu'il relayait un message d'apologie du terrorisme. Ce qui me paraît parfaitement normal dans un pays comme la France et dans n'importe quel pays. Et donc, j'étends la question de Marseille et de la mosquée des Bleuets. De longue date, je crois même qu'elle était dans la carte que vous avez publiée au JDD chez Raphaël la semaine sur les dernière. 14 écosystèmes, les 14 principaux écosystèmes salafistes. Exactement. Et donc ça fait de longue date que cette mosquée est connue pour étant un centre de sous-influence salafiste, et notamment sous influence de cet imam, et donc on n'est pas vraiment surpris qu'il ait été, il n'y a pas de hasard, c'est s'il a relayé une apologie du terrorisme, c'est aussi parce qu'il est dans une mouvance salafiste qui est un islam extrêmement rigoriste, extrêmement intégriste. Mais est-ce que c'est pas de la provocation qu'il ait repris aujourd'hui le chemin de la mosquée quelques heures seulement après avoir été condamné? Franchement, franchement. Non mais Pascal, Raphaël Steinville. Au lendemain de la publication du rapport sur l'entrisme des frères musulmans en France, on s'interrogeait sur la riposte que ce rapport devrait donner lieu. Et beaucoup, à commencer par le chef de l'État, jugeaient que les préconisations qui avaient été faites étaient bien faibles. Là, on en a une démonstration criante. En l'état actuel de notre droit, en l'état actuel de la politisation d'un certain nombre de nos juges, comment imaginer contraindre, limiter cette offensive islamiste quand, au sortir du tribunal, un imam qui a été condamné pour apologie de terrorisme reprend le chemin de sa mosquée pour continuer ses prêches et cette... et qu'il communique, vous savez, avec une certaine ironie. On vient d'entendre effectivement le ton utilisé. Une légèreté confondante. Une légèreté victimaire. N'oubliez pas qu'il y a l'aspect victimaire. Mais vous vous rendez compte que cet homme, c'est ça qui est terrible. Mais le problème parle à qui? Parle à des centaines de jeunes, c'est terrible. Pour toute personne qui est allée à Marseille ces dernières années, qui a passé des vacances, qui est allée sur la plage, la présence salafiste, elle saute aux yeux. Elle n'est pas majoritaire, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais elle saute aux yeux, notamment sur les plages où vous avez des femmes voilées intégralement en noir. J'en ai vu personnellement, et donc cette présence salafiste, elle n'est pas récente à Marseille. Ça fait des années qu'elle est présente. Et donc on n'est pas complètement surpris. La question qu'il y a derrière le fait qu'il redevienne imam comme si de rien n'était, c'est certainement... Quelques heures après avoir été condamné de la prison avec sursis, c'est ça que je comprends pas. Et que les auditeurs d'Europe 1 ne doivent pas comprendre. Ça sert à quoi la justice? C'est certainement une question, je n'ai pas fouillé le point précis, mais c'est sûrement une question de séparation de l'État avec les cultes
qui fait que l'État ne gère pas les cultes. Et donc, le fait d'être condamné avec de la prison à sursis ne vous empêche pas de redevenir imam ou dans d'autres religions de faire partie du clergé. Je crains que ça soit ça. Mais parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'islam en France. Là, ce sont des associations. Il n'y a pas de clergé. Là, ce sont des associations qui désignent leur imam. Et donc, l'imam des Bleuets, même s'il s'était mis en retrait, dès lors qu'il ne termine pas en prison, il recouvre très tranquillement sa place. Mais c'est bien, c'est intéressant votre question parce qu'en fait il y a la responsabilité des musulmans et notamment de ceux qui pratiquent dans cette mosquée des Bleuets qui devraient peut-être se lever et dire on ne veut plus de cet imam qui prêche la haine. Et le fait est qu'il y a une sorte de silence. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe, effectivement, Marseille, c'est intéressant parce que l'emprise salafiste, et non pas des frères musulmans, elle est telle que là, ils ne pratiquent pas la taqiya, ils ne sont pas dans l'art de la dissimulation. Non, pas du tout. Il y a une présence visible d'un islam rigoriste et revendiqué. Et qui s'exprime et dans les vêtements, mais également dans le discours et dans les prêches de ceux qui sont imams dans ces mosquées. Oui, c'est terrible. Hein, c'est-à-dire que pour faire face à ce type d'extrémisme religieux, pour appeler les choses par leur nom, il faudrait qu'on modifie notre législation. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un interlocuteur de l'islam de France, que d'une manière ou d'une autre, soit la justice, soit le pouvoir puisse avoir un droit de regard sur les imams qui exercent dans les mosquées de notre pays. Et tout ça, encore une fois, c'est le contraire de la législation qu'on a construite dans un tout autre contexte par rapport principalement à l'Église catholique depuis la loi sur la laïcité. Et donc ça repose cette vieille question qui est de savoir est-ce qu'on doit faire évoluer la loi de 1905 par rapport au cas particulier de l'islam. C'est un débat très compliqué, mais c'est vrai que je comprends très bien qu'on puisse être choqué qu'un islam condamné pour apologie du terrorisme puisse continuer à prêcher avec de nombreux fidèles, puisque je crois que cette mosquée de mémoire est très fréquentée et c'est une mosquée importante. C'est évidemment choquant, puisqu'on se dit que après tout, l'islam en France est confié à des imams extrémistes. Voilà. Parfois. C'est pas je précise, pardon. Je corrige, pas forcément majoritairement, mais dans un nombre significatif de cas, soit par des imams proches des frères musulmans ou de la mouvance des frères musulmans, soit par des imams salafistes. Il faudrait que les musulmans haussent le ton et prennent la parole. On le demande depuis tellement longtemps. C'est eux qui sont majoritaires. C'est eux qui pourraient peut-être amener un peu de calme dans les mosquées. Mais c'est eux qui devraient chasser ce Vous avez raison, mais pour ceux qui courageusement prennent la parole, et je pense à l'imam Chalgoumi, qui défend un islam éclairé, modéré, le fait est que ce sont eux qui ont une cible dans le dos. Comme si finalement il n'était pas possible de défendre un islam modéré parce que aux yeux d'un grand nombre de musulmans, il passe pour modérément musulman. Et donc ça, c'est problématique, c'est que il y a quasiment une impossibilité pour les Français de confession musulmane de prendre position pour quelqu'un qui défendrait un islam éclairé. Parce que ceux qui défendent cet islam-là en France sont presque immédiatement désignés comme des cibles pour les islamistes. Mais vous savez, Raphaël, ils sèment la terreur partout. Oui. Mais ça fait des années, à gauche comme à droite, que des gens réfléchissent au fait qu'il puisse y avoir des formations d'imams, qu'on ait des imams français, mais je pense que celui-ci, il est français d'ailleurs, qu'on limite les imams, si j'ose dire, importés, consulaires, qui peuvent venir avec des visions d'islam qui sont pas forcément compatibles avec la société française telle qu'elle est. Oui, mais on réfléchit, il se passe rien. Toutes tendances confondues, on n'a pas réussi, il faut le dire. Mais alors quoi, on attend que ça passe, on courbe les chines, on fait quoi? Mais toutes les tentatives des gouvernements successifs, et je pense depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à nos jours, pour essayer d'organiser un islam de France, se sont heurtés finalement au poids de ces minorités actives qui sont extrêmement puissantes au sein de l'appareil. Enfin, l'appareil, c'est pas un appareil, mais en tout cas qui sont très représentés dans les instances et qui finalement empêchent
empêche l'éclosion d'un islam modéré. La mouvance des frères musulmans a essayé de prendre le lead, comme on dit, sur l'islam de France. Est-ce que c'est toute leur stratégie est là, et de faire passer. Les salafistes sont moins revendicatifs sur le plan politique parce qu'ils forment vraiment une contre-société, mais les frères musulmans, oui, ou la mouvance proche, essayent d'imposer au pouvoir public, à la vie politique locale ou nationale, des textes, des règlements qui soient plus favorables à leur conception de l'islam. Et face à cela, il n'y a pas, en France en tout cas, et dans le monde arabo-musulman, ils sont pas très nombreux non plus, d'organisations qui puissent défendre d'autres conceptions de l'islam. Donc vous avez des minorités actives, très militantes, et qui finissent par influencer, comment dire, la majorité molle, si j'ose dire, vous me passez l'expression, des musulmans de France à des degrés divers, sachant aussi qu'il y a un autre phénomène. C'est ce que vous me disiez. Oui. Non, Raphaël Steinville qui disait, oui, effectivement, prendre la parole, c'est mettre une cible dans le dos. C'est difficile, c'est très difficile. Oui, parce que je pense à l'imam Chalgoumi, mais même l'imam de Bordeaux est mal vu. Il tient un discours lui aussi modéré, mais les modérés sont très minoritaires et n'arrivent pas à s'organiser pour entraîner une contre-organisation face à ces mouvances dont on parle. Et puis il y a un autre problème, c'est qu'en fait en France, il n'y a qu'une vingtaine de % des musulmans qui fréquentent de façon régulière la mosquée. Et donc beaucoup se joue aussi sur les réseaux sociaux. On en parlait déjà au moment de la remise du rapport sur l'islamisme. Et donc il y a aussi la question des réseaux sociaux, parce que là vous avez des influenceurs qui s'improvisent plus ou moins imams et qui peuvent avoir une influence importante, notamment sur la jeunesse musulmane. Quand vous regardez les études d'opinion et des musulmans en France, des Français musulmans, les plus rigoristes et les plus durs, si j'ose dire, sont souvent dans les générations les plus jeunes. Les plus âgés ont une pratique, une conception beaucoup plus modérée et apaisée. Ça fait partie du projet des frères musulmans et des salafistes, c'est-à-dire réislamiser ces Français de confession musulmane dont la pratique est finalement assez lâche. Et là, il y a vraiment une volonté d'imposer une culture islamique dure à ceux qui finalement se sont fondus dans les masses. Oui, qui deviennent des croyants comme des autres religions, c'est-à-dire en respectant un peu la tradition française, qui est que la religion est affaire familiale et privée, et qu'on n'en fait pas étalage par du prosélytisme au travail, dans les salles de sport ou dans la politique. Donc c'est ce qui est un peu la tradition française du rapport à la religion, qui nous permettait d'avoir une relative paix civile quand même avec les religions. Et donc eux sont en rupture avec ça, et on attend le contre-discours qui devrait venir effectivement des musulmans, qui sont sans doute majoritaires, ceux qui ne sont pas dans ces mouvances, soit salafistes, en tout cas, faut l'espérer, soit frères musulmans, mais qui n'ont pas de représentants, à part ceux dont on a parlé, qui n'ont pas de représentants pour opposer une autre vision de l'islam, différente, moins rigoriste, à opposer à ces militants. Ce sont des militants. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez bien résumé la situation. Il est 20h44 sur Europe 1. Tiens, on va peut-être parler de la cigarette qui va être interdite sur les plages, dans les parcs, auprès des écoles à partir du 1er juillet. Au Philippe. Ah, mais vous allez m'entendre la vapoteuse 2026, ici attaque en 2026. C'est encore plus délirant, mais je veux pas anticiper ce débat. Mais voilà, je sais que Philippe Guibert est en forme. C'est délirant, vous dites. Raphaël Steinville. Moi aussi. Non, mais la vérité, c'est que moi aussi, je suis navré qu'on en arrive à de telles mesures qui, sous couvert de santé publique, viennent ruiner les petits bonheurs de ceux qui n'ont plus rien et qui ont encore. Même ceux qui ont toujours quelque chose, mais qui ont envie de fumer de leur clope. Ça s'annonce très animé. Il est 20h45 sur Europe 1.